Vous savez ce que j'aime dans les cartoons américains ? Probablement la même chose que vous. J'adore ces personnages iconiques, souvent sous forme d'animaux partiellement anthropomorphes. Leurs maladresses nous font rire, parce qu'elles découlent bien souvent d'intentions méchantes, de sombres dessins voués à l'échec. La violence omniprésente dans ces séries animées appartient au genre slapstick, consistant en des gags visuels et physiques, également caractéristiques des films de Laurel et Hardy et Harold Lloyd. Un coup sur la tête ou une chute suffit à nous faire rire. On s'amuse de la douleur d'attachants personnages, celle qui nous agace au quotidien. Comme si la fiction devenait le défouloir de la réalité. Un autre ressort de l'humour des cartoons se situe dans la rivalité de duos emblématiques, qu'il s'agisse d'un chat et une souris, ou d'un chasseur et un lapin. Cette inimitié semble d'ailleurs parfois paradoxale, dans la mesure où elle repose sur un jeu auquel les deux caractères que tout oppose finissent par prendre goût. Amis dans l'adversité, c'est probablement de cette relation contradictoire que naissent leur succès indémodable et leur humour intemporel et intergénérationnel. Je ne vous raconte pas comme mes neveux se plient en deux en regardant Tic et Tac se chamailler et ennuyer ce pauvre Donald. Et si je vous parle de cartoon américain, c'est pour vous présenter Pat et Matt, une série d'animation tchèque, en volume. Vous allez comprendre. L'histoire de l'animation tchèque est suffisamment riche et variée pour que j'y consacre un certain nombre de vidéos, raison pour laquelle je ne vous la détaillerai pas ici. Le cinéaste sur lequel j'aimerais me concentrer se nomme Lubomir Beneš. Né le 7 novembre 1935 à Prague, Lubomir Beneš montre dès sa plus tendre enfance un intérêt et un talent pour les arts, conduisant ses parents à lui offrir des cours de dessin, de peinture et d'écriture. Et il débute sa carrière en animation à la fin des années 1950 au sein des studios Kratky Film de Prague. Après son service militaire, il se familiarise avec diverses techniques d'animation au studio Bratřivčiku. Par la suite, en 1967, il rejoint le studio fondé par Jiří Trnka, l'un des plus célèbres cinéastes tchèques, Ludkovy Film Praha. Son premier film, sorti en 1969, Homo, plutôt anecdotique et expérimental, est composé d'illusions d'optique, d'apparitions de l'homme de Vitruve, dont le visage est constamment remplacé par des formes géométriques se mouvant, le rendant plus abstrait, le tout sur une musique du chanteur tchèque Karel Gott. Je ne m'y attarderai pas plus, la suite de la carrière de Beneš prenant une toute autre direction. Beneš s'intéresse ensuite aux marionnettes d'animation, en réalisant en 1974 Rachtez Prominot, qui signifie « Excusez-moi s'il vous plaît ». Un court-métrage mettant en scène un homme un peu timide, cédant à toutes les marques de goujaterie des personnes qu'il croise, allant jusqu'à s'incliner poliment en retour. Dans un premier temps, notre protagoniste pense qu'il suffit d'être doux et aimable pour récolter une contrepartie adéquate et bienveillante. Il salue gentiment sa probable compagne qui le jette dehors, les gens le bousculant pour entrer dans le bus, ce même bus qui part sans l'attendre. Il agit de même avec un chien le prenant pour un réverbère et une poubelle qui manque de le faire tomber. Des humains aux déchets en passant par un adorable petit chien, rien ni personne ne le respecte. L'humour est violent, voire méchant, à tel point que certains ressorts comiques finissent par devenir tristes, surtout lorsqu'ils se mettent à durer. L'histoire consiste en une métaphore du pouvoir en place, du maintien de celui-ci, malgré les oppressions subies. Deux issues semblent s'offrir à lui, se plier et subir, ou se révolter et mourir. Les citoyens cultivent l'individualisme, l'ingratitude, faisant fi de toute empathie, comme si les valeurs de collectivité, pourtant chères au communisme, étaient bafouées, alors que le personnage que l'on suit accepte tout, dans un espoir de meilleure intégration sociale. Il aperçoit alors son reflet dans la vitre teintée d'une voiture, qui va agir comme un miroir déformant, proposant à notre figure centrale une toute autre perspective. La déformation de son visage que dessine la surface réfléchissante le grandit physiquement et l'amène à repenser son attitude corporelle et mentale. Dans un premier temps, il s'imagine agir autrement, se tenant droit et ne pensant plus qu'à lui. Puis, il s'exécute en s'attaquant aux plus faibles. Il chote sur le petit canidé qui lui avait uriné dessus. Il pousse tout le monde pour traverser la rue, malgré une femme le retenant et l'avertissant du feu rouge, et trouve la mort au bout, provoquant par là même un accident, et donc le désordre. Son désir de révolution s'est transformé en condamnation à mort. On peut rajouter à cela toutes sortes d'hypothèses, comme le fait que l'on retrouve un ours sur une affiche dès le début du court-métrage, représentant potentiellement l'emprise, la puissance et la menace de l'URSS. Mais mon analyse, à peu près politique, sert surtout à souligner le fait que ce sont des éléments de narration et de mise en scène qui construisent une atmosphère. Le film oscille constamment entre réalisme et cartoon. Si l'on exclut le générique d'introduction au ton joyeux et fanfaresque, l'objet filmique débute sur une sobriété de ton. L'atmosphère sonore est dans un premier temps très calme, la première musique ne commençant qu'à partir du café.
Au fur et à mesure, plusieurs actions ponctuelles seront marquées par l'accompagnement musical, ce qu'on appelle plus communément du Mickey Mousing. C'est-à-dire une synchronisation soignée de la musique avec les mouvements, très caractéristiques du cartoon. Un autre motif musical apparaît lorsque le personnage est pris dans le mouvement de la porte-tambour et se termine symbiotiquement avec la fin du tourniquet, se comportant comme une boîte à musique. Pris dans ce piège pendant une douzaine de secondes, le ressort comique finit par attiser davantage la pitié. Certains de ces codes se retrouveront dans ses courts-métrages Akorat en 1977, satire du conformisme et d'un maintien de l'ordre générant le chaos, et Le Roi et le Gobelin en 1980, aux multiples récompenses, libre adaptation de la légende grecque du roi Midas. Il y a bien sûr d'autres éléments constitutifs du style de Lubomir Beneš, sur lesquels je m'attarderai en abordant son œuvre phare et la série culte qui en a découlé. Dans une interview parue dans le Blesk Magazine, Lubomir Beneš explique la volonté du cinéaste Vladimir Jranek et lui-même de créer un court-métrage servant de défouloir dans un contexte totalitariste. Pour une fois, lui et son partenaire désiraient s'émanciper de thèmes politiques lourds pour faire place à une atmosphère plus détendue. C'est ainsi que naît Kutachi, en 1976, dont le titre est un néologisme que l'on pourrait traduire par bricoleur maladroit. On y retrouve un florilège de ce qui fera le succès de Pat et Matt. Deux personnages maladroits qui choisissent toujours les alternatives les plus absurdes pour parvenir à leur fin. Qu'importe le résultat, ils finiront par trouver un moyen de s'en satisfaire. Sa projection va trouver un certain succès auprès du public slovaque, mais va attiser les foudres des autorités tchèques, y observant une forme de provocation. Il voit dans les couleurs des pulls des deux maladroits le symbole du conflit entre l'Union soviétique et la Chine, ce qui amènera l'un des personnages à passer du rouge au gris. Vu comme du divertissement ordinaire et inapproprié pour la politique culturelle de l'époque, Kratky Film, qui avait assuré le financement et la distribution du premier court-métrage, refuse de poursuivre le tournage d'autres épisodes. La télévision slovaque, quant à elle, montre un grand intérêt pour la série, permettant la production de 28 épisodes supplémentaires. Nombreux sont les pays à avoir connu leurs propres émissions télévisées pour enfants. Si la francophonie a eu droit à Bonne nuit les petits, les enfants tchécoslovaques ont longtemps profité d'un dernier divertissement avant le dodo, Večerní Čech. Dobrý večer. Devenue complètement culte en Tchéquie et Slovaquie, l'émission va d'abord promouvoir l'animation soviétique, mais surtout nationale. De nombreuses séries feront florès, comme La Petite Taupe de Zdeněk Miller, Bob et Bobek de Vladimir Jranek, et bien sûr la série que ce dernier co-anime avec Lubomir Beneš, Pat et Matt. Presque, puisqu'à l'époque, afin d'avoir un titre plus traduisible en slovaque que Kutachi, elle porte le nom de Ajeto, signifiant « et c'est fini », comme une sorte d'équivalent de That's All Folks des Looney Tunes. Et c'est là que la série nous intéresse. Elle combine des codes du cartoon américain avec de l'humour typiquement tchèque. Autre élément culte de la série, à chaque solution trouvée, nos deux personnages effectuent un petit check. Un check. Il faudra attendre 1989, après la révolution de velours qui assouplira la situation politique, pour que celui qui sera désormais appelé Matt ait à nouveau la liberté de porter son t-shirt rouge. C'est à cette époque qu'Ajeto prend le titre plus universel de Pat et Matt, le public réclamant des prénoms pour les deux héros. On constate divers points de divergence entre l'épisode pilote et les suivants. Tout d'abord, dans Kutachi, les personnages ne portent pas encore de couvre-chef et sont plus dodus, et la musique est composée par Lubos Fischer, alors que la suite de la série sera composée par Peter Skumal, qui lui donnera le ton musical comique encore reconnaissable aujourd'hui. Les deux bricoleurs porteront aussi chacun un couvre-chef distinctif, auront une autre ligne et surtout des expressions faciales plus simples. Alors vous me direz que c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce qui rapproche tellement Pat et Matt du cartoon ? Il faudrait pour commencer définir ce qu'est réellement un cartoon, le sens pouvant varier. Représente-t-il simplement la dénomination américaine du dessin animé ou dépeint-il un jargon désignant un pan spécifique de l'animation ? Quoi qu'il en soit, dans son sens le plus strict, ce mot désigne une animation en deux dimensions et s'est vu associé à un genre humoristique à part, influençant le public qui l'associera particulièrement au dessin animé des premiers temps et à ses spécificités propres. Cette seconde vision a dépassé le 7e art, l'humour cartoonesque relevant pourtant des mêmes codes que les films en prise de vue réelle de Keaton ou Harold Lloyd, s'il n'a pas quelque part puisé dedans. Penchons-nous alors précisément sur le cas des Merry Melodies de la Warner, de Tex Avery, voire de Donald chez Disney, et comparons leur dynamique avec nos deux compères tchèques. Comme dit en introduction, les duos célèbres de cartoon reposent généralement sur de la méchanceté mutuelle, voire une relation de rivalité. S'il n'est pas toujours clair de savoir si leurs sentiments sont en réalité plus complexes, qu'ils n'éprouvent finalement pas une forme de sympathie entre eux, ils n'ont pas beaucoup de retenue pour se concocter de mauvais coups. Pat et Matt partagent leur maladresse, mais à aucun moment ils ne sont pourvus de mauvaises intentions ou d'un besoin de vengeance.
Prenons pour autre exemple Laurel et Hardy. Certes, ils sont amis, mais leurs maladresses respectives les invitent parfois à remettre la faute sur leur binôme et à hausser le ton. Il n'est absolument pas question de ça chez Pat et Matt, qui possède un étonnant sens de l'optimisme. Pour autant, cette alternative fonctionne. La patience déconcertante des deux maladroits se substitue à la colère d'un Donald revanchard et n'en demeure pas moins amusante. C'est d'autant plus drôle que le spectateur ou la spectatrice s'arrachera les cheveux à leur place, tant le duo ne réalise pas le chaos qu'il génère malgré sa bonne volonté. Le cartoon américain choisit souvent d'opposer un vainqueur et un vaincu. Tandis que le duo tchèque partage équitablement les malheurs, probable raison pour laquelle il n'y a pas d'animosité entre eux. Il est aussi important de rappeler le contexte social dans lequel Pat et Matt furent créés, apportant une forme de positivité et de solidarité au peuple tchécoslovaque. Au même titre que le cartoon, la musique tient une part importante dans Pat et Matt. Dans un dessin animé burlesque, elle fait corps avec l'animation, se confondant avec le bruitage, voire devenant une ligne de dialogue. Si vous avez bien suivi jusqu'ici, vous devinerez qu'il est à nouveau question de Mickey Mousing. Définie par l'animateur de chez Disney, Wilfred Jackson, comme une musique soigneusement synchronisée avec l'action. Pratiquement chaque épisode de cartoon a sa partition précise, ne pouvant pratiquement pas se dissocier du dessin animé pour lequel elle a été composée. Hayato fait le choix d'avoir recours à des thèmes musicaux récurrents, faisant parfois écho au générique. Cette fois, la musique n'a pas pour seul rôle de souligner des actions, bien que ce soit en effet le cas. Elle apparaît également à titre indicatif, pour donner une information supplémentaire ou pour préciser une situation. Pour signifier un apprentissage, par exemple, une gamme est jouée à la contrebasse, comme dans cette scène où Matt consulte un mode d'emploi pour construire son étagère. Par ailleurs, la musique ne se fait pas constamment présente, laissant quelques moments en suspens, appuyant des courts moments de tension où l'une ou l'autre gaffe. La transposition du cartoon 2D à l'animation en volume implique forcément un changement dans la méthode. Le dessin permet des mouvements qu'une poupée rigide ne peut effectuer. Il est possible que vous ne soyez pas étranger aux 12 principes d'animation, élaborés par les animateurs Frank Thomas et Holly Johnston, et rigoureusement respectés par les artistes de chez Disney et d'autres grands studios américains. Ces principes, voire règles, figurent parmi les ingrédients les plus essentiels au cartoon. Parmi ceux-ci, Pat et Matt en respectent plusieurs, comme Ease In, Ease Out ou Slow In, Slow Out, c'est-à-dire une parfaite répartition des images pour avoir un mouvement crédible, le nombre d'images par seconde diminuant au milieu du mouvement pour augmenter un petit peu à la fin. L'anticipation, qui consiste simplement à anticiper le mouvement pour lui donner plus de dynamisme, ou encore le staging, la mise en scène si vous préférez, qui consiste à présenter clairement toute action et à faire directement comprendre au public où son regard doit être posé. Bien sûr, le cartoon comporte des atouts que Pat et Matt ne possèdent pas. C'est notamment le cas du squash and stretch, littéralement écrasement et étirement, qui implique de déformer le corps de ses personnages pour dynamiser des actions, en l'étirant puis en l'écrasant. Des marionnettes aussi réduites mobilement que nos deux voisins tchèques n'autorisent pas de telles prouesses physiques. C'est une faiblesse qu'il est donc nécessaire de compenser pour donner un ton burlesque supplémentaire à la série. Pour cela, il arrive très fréquemment que les mouvements des personnages soient secs, ce qui n'a pas toujours été propre à l'œuvre de Benesch. Ainsi, lorsqu'une idée jaillit de leur cervelle de moineau, ils se précipitent abruptement vers leur solution de secours. En plus d'être capables de se mouvoir de toutes les façons possibles, les héros de cartoon n'ont également aucune limite en ce qui concerne leurs expressions faciales, ne craignant jamais d'être à court d'émotions manifestées physiquement. En ce qui concerne Pat et Matt, ils ont davantage une expression de... Playmobil. Un visage lisse, rond et rigide. Dans Kutachi, ils avaient accès à une galerie d'expressions plus importante leur permettant de montrer du mécontentement ou de l'embarras, le tout accentué par la présence de sourcils. De façon générale, cette naïveté manifeste sur le visage participe à cette apparence de grands bonnets, les rendant comiques dans leur optimisme constant, qu'importe la cocasserie de l'instant. Le célèbre réalisateur Jiří Trnka avait aussi tendance à créer des personnages au visage quasi simpliste. À ce sujet, le cinéaste Vretislav Poyar, qui travailla pour lui, déclarait « J'aimais observer Trnka quand il peignait les visages de ses marionnettes, et surtout leurs yeux. Il leur insufflait le caractère et les passions, sans toutefois bien déterminer leur expression, leur permettant ainsi d'alterner de différents sentiments, de les exprimer selon la position du corps ou selon la silhouette, ou bien suivant l'éclairage. » Dans La Main, chef-d'œuvre de Trnka, c'est exactement à ce genre de figurine, au visage un peu naïf, que l'on a affaire. Le cinéaste utilise notamment des cadrages différents, comme des contre-plongées quand son personnage se montre menaçant, méthode que l'on ne retrouve pas vraiment dans Pat et Matt, mais parvient aussi à générer d'autres intentions de jeu à sa marionnette, en tournant la tête ou en mettant une main devant la bouche. Benesch et Jiranek appliquent le même procédé. Les
Les mouvements excessifs et anecdotiques des personnages appuient leur état d'esprit et leur changement d'humeur. De plus, leur regard un peu vide se justifie par leur tempérament calme. Passer de l'animation 2D à l'animation en volume change fatalement notre rapport au médium. Là où l'espace bidimensionnel nous invite forcément en milieu inconnu, purement fantaisiste, aussi réaliste puissent être les traits, l'animation en stop motion capture des éléments du réel semblant tangibles, nous rapprochant un peu plus de la prise de vue réelle. Il peut alors paraître évident, péremptoirement, qu'à moins d'avoir recours à de la plasticine, et donc au claymation, il est pratiquement impossible de rendre une atmosphère identique à l'esprit des cartoons. À l'étranger, Pathé Mat va aussi séduire pour ses décors sobres et austères, pur reflet de la société tchécoslovaque de jadis. À ce propos, Lubomir Beneš confiera. D'un point de vue artistique, il était intéressant qu'ils considèrent nos austères panélaques et nos dépotoirs comme quelque chose de fantastique. Ils étaient ravis, et nous avons été félicités pour cela. Nous n'avions fait que dépeindre notre réalité. Le contexte de production a laissé des marques sur l'esthétique de la série, bien que la reprise de cette dernière, menée avec brio par son fils Marek Beneš, dévoile un panel de couleurs plus chatoyantes. Alors c'est vrai, normalement un cartoon, c'est vif et dynamique, ça laisse très peu de place à la sobriété. Pathé Mat enchaîne les gags, mais intercale plusieurs temps de pause, rendant le tout étonnamment calme pour une série burlesque. D'autant que les personnages ne laissent jamais échapper le moindre souffle de leur voix, qui resteront toujours un mystère. Le burlesque de Pathé Mat évoque davantage la poésie maladroite d'un Jacques Tati dans Mon Oncle, ou d'un Rowan Atkinson dans Mr Bean. J'ai connu cette étonnante série lorsque j'étais petit en arrivant sur des chaînes néerlandophones, Buurman and Buurman. Pas sûr de mon accent néerlandais, ce qui veut dire voisin et voisin. Le succès en Flandre et aux Pays-Bas était tel que j'ai longtemps pensé que les deux acolytes en étaient originaires. Du matériel scolaire, des housses de couette, toutes sortes d'accessoires et même des spectacles avec des acteurs à la place. Buurman and Buurman a eu l'étrange idée de rajouter du dialogue, rendant le tout inutilement bruyant. Buurman? Oh! Now, yeah. Hey! Ho! What do you now? Et les néerlandophones ne représentent pas l'exception. Prenons cet extrait de Pathé Mat en anglais. 5 aces? Hey, that's not fair! I'm not playing! I'm past! I'll get her! Vous ne trouvez pas que tout à coup, ils ont l'air plus agressifs? On est plus proche de l'esprit d'un cartoon américain. Certains pays ont probablement jugé nécessaire de gommer ce qui faisait la signature culturelle tchèque de Pathé Mat. Aieto partage énormément avec le cartoon, que ce soit en ce qui concerne sa durée, la dimension burlesque et d'autres points que j'ai pu détailler ou omettre. Mais c'est aussi les contre-pieds que la série prend qui fait sa particularité en la distinguant de ce qui préexistait. La République tchèque représente une véritable pionnière dans le domaine de l'animation en Europe. Elle a marqué des tas de mômes bercés par ses films féeriques, au ton très différent du Disney. Beaucoup se souviendront notamment du petit Koniec à la fin de chaque épisode. Mais pourquoi je vous bassine avec une série tchèque random, me direz-vous ? Il est parfois difficile de convaincre et de se convaincre de découvrir des œuvres inédites venant de pays sous-représentés dans un domaine artistique, surtout issus d'autres pays que les États-Unis, le Japon et la France. La culture influence énormément le secteur cinématographique, comme n'importe quel autre art. C'est difficile d'appréhender des objets culturels utilisant d'autres codes que ceux auxquels on a longtemps été habitué. Le cinéma d'animation tchèque est inspirant, original et a marqué les esprits pour sa poésie et son identité forte. Pathé Mat est une œuvre particulièrement accessible, capable de parler aux enfants comme aux adultes, avec un humour universel qui a su convaincre de nombreuses personnes à travers le monde. La série représente une icône dans le paysage audiovisuel tchèque et son accessibilité, en utilisant des ressorts comiques internationaux, sert de porte d'entrée aux œuvres issues du cœur de l'Europe. Si vous êtes familier des courts cartoons d'une durée de 6 à 8 minutes, il est fort possible que cette série muette vous séduise et vous invite à découvrir d'autres bijoux de ce pays fascinant pour son animation regorgeant d'inventivité. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir ou redécouvrir des merveilles du cinéma d'animation. Et si vous aimez l'animation tchèque, j'ai d'autres petites surprises pour vous qui arrivent bientôt sur cette chaîne. Nasledano!